Bonjour à tous, bienvenue sur France 24. On commence donc ce journal par la situation de crise au Niger. Une attaque a été perpétrée dimanche contre des humanitaires de l'ONG Acted. Parmi eux, 6 Français et 2 Nigériens. L'état d'urgence a été élargi au Niger jusqu'à la localité de Kouré, où a lieu l'attaque. Le Conseil de défense va commencer dans quelques instants depuis le fort de Brégançon en visioconférence. Autour de la table, le Premier ministre Jean Castex, les ministres des Affaires étrangères, de la Défense et de l'Intérieur. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Armelle Charrier. Bonjour Armelle. La priorité du gouvernement, c'est d'abord d'élucider les circonstances de cette attaque. Que peut-on attendre en fait de ce Conseil de défense? Déjà d'avoir effectivement des informations sur la façon dont cela s'est passé. Les services de renseignement font leur travail, ils font remonter effectivement les bribes de ce qu'ils savent, ils font remonter les bribes des différents groupes, des différentes attaques. Donc tout ça évidemment est ensuite amené à être mis sur la table, sachant effectivement que on est dans une zone sur laquelle le risque terrorisme existe, donc il n'y a pas une surprise particulière. En revanche, effectivement, qu'on s'en prenne directement, rapidement comme ça à des Français sur des motos, ça montre qu'il y a effectivement une volonté de tuer, d'avoir des conséquences sur cette action. Vraisemblablement, il y a des groupes qui sont dans la région. Il y a entre autres le IGS, qui est l'État islamique au Grand Sahara, qui est réputé pour ce type effectivement d'attaque frontale. Et donc voilà, ça fait partie des choses qu'on soupèse dans le cadre d'un conseil de défense. Alors justement, cette zone, elle était jusqu'ici épargnée en fait par les groupes terroristes dans la région. Est-ce qu'il y a une stratégie d'encerclement de la capitale Niamey par ces groupes? Alors j'ai un peu envie de vous reprendre en vous disant que la région, elle n'est pas épargnée par ces groupes, parce que finalement, on sait tous que les groupes sont là. Et que, évidemment, il y a une sécurité qui est mise en place, qui est une sécurité absolument capitale lorsqu'il s'agit de Niamey, lorsqu'il s'agit de certains nombres de déplacements. Évidemment, il s'agit pour le Niger de pouvoir protéger le plus possible les ONG qui viennent à lui, les expatriés, ses propres concitoyens. Il avait déjà dû renoncer en grande partie au tourisme. C'est pour ça que je vous dis qu'on sait que la zone n'est pas protégée. Là où on monte dans une gradation supérieure, c'est qu'effectivement, il y avait déterminé aujourd'hui le fait qu'on pouvait aller dans cette zone. Effectivement, en plus, on avait choisi des créneaux horaires qui étaient justement en visibilité de jour, avec des déplacements qui pouvaient être rapides. Ça montre tout simplement aujourd'hui que c'est devenu quasiment chose impossible, parce que même dans ces zones-là, lorsque l'on doit s'y déplacer, il faut dans ces cas-là être avec des personnes qui sont des accompagnants armés, ne serait-ce que éventuellement, s'il y a la volonté pour des terroristes d'intervenir, d'avoir peur, tout simplement, d'être inquiet, parce qu'à partir du moment donné où vous avez des pick-up armés avec vous, forcément, ça veut dire que vous avez des personnes qui sont capables de vous défendre. Donc ça veut dire qu'on rentre dans, vous voyez, une toute autre façon de vivre, c'est-à-dire de savoir que lorsque l'on se déplace, il faut maintenant se déplacer avec des personnes qui assurent la sécurité. C'est ça que ça dit, en fait, cette attaque aujourd'hui. Donc ça me fait monter effectivement une gradation supplémentaire sur le Niger, qui n'en avait pas besoin. Mais en même temps, c'est dans les possibilités de la zone, parce que les groupes, effectivement, sont là. Ouais, dans des zones qui ne sont pas classées rouges par les autorités. Non, mais la zone était orange, effectivement, dans celle qui était là. Ce qui veut dire qu'on est dans une capacité de pouvoir y aller, mais avec une dangerosité possible. Ou ce que n'avaient pas les humanitaires en déplacement dans la région de Goutte. Ce qui est la grande question aujourd'hui, en fait, quand on est sur ces territoires-là et sur ces zones-là, c'est une question d'adaptabilité. Et de se dire que ce qui est valable à un moment donné l'est plus forcément à un autre. Moi, je suis toujours très frappée, quand on parle de ces zones-là, de voir la détérioration qu'il y a eu en quelques années. Toutes ces zones-là, c'était des zones qu'on pouvait fréquenter sans aucun souci. Et puis, à un moment donné, par exemple, si on prend l'exemple du fleuve Niger, on a pu, à un moment donné, remonter le fleuve Niger. Ça se faisait sans aucun souci. On dépassait Mopti, on allait au-delà de Tombouctou et on continuait. Maintenant, plus personne n'ira le faire parce qu'on sait que c'est dangereux, on sait que c'est au Burkina Faso, on avait la même question. Du côté du Ouagadougou, on avait exactement les mêmes problématiques. Et en fait, il y a une adaptabilité qui doit se faire au fur et à mesure. L'enjeu clair, là, c'est qu'il y a des groupes
vraisemblablement, je vous dis, le IGS, parce qu'en plus, il est dans une guerre avec d'autres groupes, donc il veut s'affirmer et il veut montrer effectivement qu'il est capable de pratiquer le terrorisme, c'est-à-dire la terreur, c'est-à-dire ce qui fait que les autres n'osent plus venir maintenant après là. Mais il y a une volonté, effectivement, d'attaquer à n'importe quel moyen. Et une fois que l'on sait ça, il faut donc effectivement en tenir compte. Et est-ce que justement la mission Barkhane peut s'adapter à ces nouvelles attaques, cette nouvelle terreur qui règne dans des zones jusqu'ici classées orange ? Alors, le rôle de la mission Barkhane, effectivement, il est de poursuivre les terroristes et il est de s'en saisir, de les faire prisonniers ou de les tuer quand ils se posent. Alors, il y a depuis le sommet de Pau une remontée, effectivement, des résultats de l'opération Barkhane ainsi que de celle du G5 Sahel, ce qui montre effectivement que, du coup, les terroristes sont fragilisés, les différents groupes sont fragilisés et donc ils ont aussi besoin d'exister en recrutant différemment, en recrutant par des milieux différents ou en faisant ce type d'attaque qui, justement, les sort un peu du lot. Alors, Barkhane, pareil, va s'adapter, mais là, on est dans quelque chose de délicat parce qu'on est effectivement sur le fait d'avoir une attaque sur des associatifs qui étaient venus sur place. Et la mission de Barkhane n'est pas de protéger ni les expatriés, ni les associations. Elle est de protéger la région, elle est effectivement de faire remonter des choses d'importance. Elle est, quand il faut suivre les terroristes, d'intervenir, ce qu'elle a fait immédiatement avec l'État et l'armée nigérienne. Mais derrière, elle ne peut pas, évidemment, encadrer tout le monde à partir du moment donné où il y a un déplacement de Français. Alors, le parquet antiterroriste français a ouvert une enquête. Est-ce que c'est la France qui était directement visée dans cette attaque ? Ah, clairement, oui. Il y a la volonté de s'en prendre à la France, parce que c'est la France qui mène aujourd'hui les opérations les plus spectaculaires sur le cœur du terrorisme, que ce soit aussi bien sur les groupes qui sont affiliés à Al-Qaïda et qui remontent par le Mali avec Yagrali, ou que ce soit par le IGS qui justement s'implante dans la région et a besoin d'avoir de plus en plus de puissance. Donc la France est indiscutablement visée, avec la volonté effectivement de faire peur et de faire reculer, parce qu'ils savent très bien, ces groupes, que la France accorde de l'importance à la vie humaine, ce qui n'est pas forcément le cas lorsque on est sur d'autres États, et donc que forcément cela marque. Donc il y a cette volonté effectivement de le faire. Et puis il y a aussi la volonté de porter tort à un autre pays, qui est le pays qui est là, qui est le Niger, qui lui aussi a accepté dès le départ de faire partie des pays qui combattent le terrorisme, qui fait partie du G5 Sahel, qui a monté une armée qui est très offensive sur ces questions-là. Et donc évidemment, ce faisant, vous imaginez qu'il y aura encore moins de touristes et encore plus de réflexion sur la capacité à aller travailler au Niger. Merci Armelle Charrier. On va écouter tout de suite le président français Emmanuel Macron. C'est important qu'on puisse faire le point sur la situation, à la fois donc au Niger, la situation, les éléments qui sont en notre possession, les avancées de l'enquête et donc les coopérations judiciaires qu'on doit établir, les démarches diplomatiques qu'on doit effectuer, évidemment les conséquences militaires qu'on veut en tirer, les conséquences sur l'ensemble de nos dispositifs dans la région, et puis qu'on puisse parler aussi des prochains jours pour donc les 6 jeunes gens, leurs familles, l'association, l'accueil et le retour justement des corps et l'organisation à Paris. Voilà ce que je voulais qu'on puisse d'abord donc regarder ensemble lors de ce premier conseil de défense, et nous aurons ensuite un conseil de défense sur la situation Covid. Bien, nous allons donc commencer. Voilà pour ces quelques mots d'Emmanuel Macron, donc un double conseil de défense sur la situation de crise au Niger et sur la situation sanitaire en France. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce conseil de défense ? Peut-être un renforcement de la force Barkhane ? Déjà, tout simplement aussi un point sur les rapports avec le Niger, comment est-ce que les choses vont se mettre en place. Alors, vous avez vu, on est dans la situation du fort de Brégançon. Maintenant, c'est la pièce dans laquelle on voit le président de la République. Et juste parce que c'était intéressant, à ses côtés, il y avait l'amiral Roland, qui succède à l'amiral Rogel, qui est le chef d'état-major particulier du chef de l'État, c'est-à-dire qui est le plus haut gradé militaire à ses côtés, justement parce que c'est un état-major et qu'il est capable de donner des conseils, de renseigner, de faire le lien
avec l'armée. C'est son plus proche collaborateur dans un cas de conseil de défense. Donc on l'a vu dans le tour de table en fait avec les journalistes avant qu'ils ne repartent. Et c'est vrai que dans ces cas-là, il y a des échanges très rapides qui se mettent en place, qui est évidemment à la fois de savoir comment est-ce qu'on va récupérer les corps, comment est-ce qu'on va les acheminer, comment est-ce qu'il va y avoir effectivement des hommages qui vont être rendus ensuite. Ça, c'est une première chose. La seconde chose derrière, c'est tout de suite de se poser la question de... il y a donc maintenant risque au Niger pour les personnels français. Donc, comment est-ce que... Qui est-ce qu'on a comme Français? On le sait en règle générale, mais là, tout de suite, on vérifie, et donc pour faire des alertes, pour donner des informations. Et puis derrière, toute cette question qui est de se poser qui a mené quelle opération, comment, quels ont été les troubles, comment est-ce que l'information a pu circuler, comment est-ce que lorsque cette association, les membres de cette association ont quitté Niamey et sont partis dans le parc de Kouré, qui a donné le renseignement, qui éventuellement a pu vendre cette information. Voilà, c'est tout ce genre de choses-là dont on va parler. Ok, merci beaucoup Armelle Charrier pour ces